Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours de physique, simé niveau 3e. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre en mécanique, physique, partie mécanique. Donc, le chapitre numéro 11, travail et puissance mécanique. Très, très, très intéressant, très important pour vous. OK? Donc, on va essayer de finir ce chapitre-là aussi aujourd'hui. Voici donc le chapitre numéro 11 de la physique, de la partie physique, précisément la mécanique. Voici le contenu. On va discuter trois points très importants et puis peut-être des exercices. Je vous rappelle que ces exercices-là, j'avais déjà corrigé l'année passée aussi. Vous pouvez retrouver ces exercices, donc la correction des exercices dans les cours de l'année passée aussi. Donc, on va couvrir tout aujourd'hui dans une seule vidéo. OK? Première partie, travail mécanique. C'est quoi le travail mécanique? Quand vous travaillez, quand est-ce qu'on peut dire que vous travaillez? Quand vous poussez une barrique remplie d'eau, par exemple, vous êtes en train de travailler ou pas? OK? Donc, travail mécanique. C'est quoi le travail mécanique? Définition. OK? Donc, on appelle travail mécanique d'une force ou encore travail mécanique tout court. Parce que le travail, c'est supposé être travail d'une force. Quand vous êtes en train de pousser une charge, une barrique, par exemple, remplie d'eau, ben vous êtes en train de tirer. C'est votre force qui travaille. Donc, on appelle travail mécanique, l'appel là qui manque ici, d'une force dont le point d'application se déplace sur sa droite d'action. Les produits de l'intensité de la force et la longueur du déplacement. Voici le travail, définition de travail. Donc, travail égale la force multipliée par distance. C'est tout. La force là, c'est que votre travail, c'est la force que vous avez utilisée pour pousser. Si vous êtes en train de pousser une barrique de la fontaine jusqu'à la maison, ok? La distance entre la fontaine et puis la maison, là, multiplié par la force que vous avez utilisée pour tirer la barrique, c'est ça votre travail. Donc, travail égale la force multipliée par distance. On est d'accord? Ok? Donc, on appelle ici, j'ai oublié, on appelle travail mécanique. Appel là n'est pas mis, mais vous comprenez, j'espère. Donc, si je prends ce chariot-là avec les roues, 4 roues, ok? Voici une force, la force F, qui tire ce chariot-là. Peut-être la force là, ça peut être un animal qui tire ça, ou bien un humain, ou bien une machine qui tire ça, le chariot, cette force-là, ok? L'opérateur qui va tirer. Donc, W, ça fait F, la force, l'intensité de la force. Parce qu'on vous a dit la force, il y a point d'application, il y a direction, il y a sens. Donc, l'intensité aussi fait partie des caractéristiques d'une force. Cette intensité, la multipliée par la distance, L, du déplacement, c'est ça la force. Ok? Donc, W là, le travail mécanique en joule, c'est en joule. Travail en joule. Ok? F, l'intensité de la force en newton. L, c'est la longueur du déplacement en mètres. Ok? W, c'est le travail en joule. F, l'intensité de la force en newton. L, c'est la longueur du déplacement en mètres. Donc, voici la définition d'une force. Petite définition. OK? Deuxièmement, on va parler de nature de force, nature du travail d'une force. Vous connaissez maintenant le travail d'une force. Donc, c'est la force multipliée par la longueur du déplacement. Donc, on va parler de différents types de forces, la nature de force. OK? Donc,
Travail et différents types de travail, pardon. Travail moteur. Quoi le travail moteur? Donc, le travail d'une force est dit moteur lorsque la direction de la force et les déplacements sont confondus. C'est-à-dire, direction, c'est l'opérateur qui tire la charge et puis les déplacements sont dans un même sens, direction confondue. Donc, vous voyez ici, voici le déplacement. La flèche qu'elle a là, c'est ça qui montre le déplacement. Ça veut dire que les chariots là se déplacent dans ce sens. Et la force qui tire le chariot aussi se déplace dans ce sens. Donc, la force là va fournir un travail moteur. Parce que c'est le travail de la force là. Moteur, ça veut dire mouvement, motion. Donc, dans le même sens, la force là, vous voyez la flèche de la force, la flèche de déplacement sont dans le même sens. Donc, on va parler d'un travail moteur. Et la force, en ce moment, elle sera appelée force motrice. Moteur, motrice. C'est normal, non? Voilà. Donc, travail résistant maintenant. Travail résistant, là, c'est juste l'opposé du travail moteur. OK? Donc, en ce moment, le travail d'une force est dit résistant lorsque la direction, pour ne pas dire le sens, de la force est opposée à celle du déplacement. Donc, quand vous prenez ici le chariot se déplace dans ce sens. Et il y a une force par derrière là qui s'oppose au mouvement, au déplacement du chariot. Supposons que vous êtes en train de tirer une charge, une charrette pour amener de l'eau à la maison, par exemple, et ou bien un âne, ou bien une machine est en train de tirer une charge, et il y a un enfant derrière qui tire la charrette, là, en train de tirer pour ralentir, pour essayer d'arrêter ou bien de ralentir le mouvement. La force que l'enfant là va utiliser là ne pourra pas arrêter la charrette et l'âne là qui est en train de tirer la charrette, mais ça va ralentir un peu quand même le mouvement. Donc la force que l'enfant va utiliser là, le travail que cette force va fournir, ce travail-là sera un travail résistant. Ça résiste, ça s'oppose au déplacement. Donc, si l'essence de la force est là et le déplacement se fait ici, donc cette force-là va fournir un travail résistant et cette force sera une force résistante. Résistante. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? Donc, lorsque la direction de la force est opposée à celle du déplacement, c'est tout. Maintenant, travail nul. Quand vous êtes en train de tirer une charge, une charrette, et puis il y a quelqu'un qui est sur la charrette que vous êtes en train de tirer, en train d'appuyer perpendiculairement pour maintenir peut-être la charge. Est-ce que cette personne-là travaille vraiment? Tu ne travailles pas, tu es juste arrêté verticalement. Donc, en définition, le travail d'une force est nul lorsque la direction de la force est perpendiculaire à celle du déplacement. Donc, voici ce que vous avez. Si vous avez la force comme ça peut être vers le bas aussi, hein, mais ça doit être perpendiculaire. Le déplacement est là. Ok? En ce moment-là, cette force, elle sera motrice parce que, et son travail sera moteur parce que ça a le même sens que le déplacement. Par contre, cette force-là, vous voyez que c'est perpendiculaire au déplacement. Donc, le travail de cette force sera nul. Zéro. Cette force ne travaille pas. OK? Donc, le travail d'une force est dit nul lorsque la direction de la force est perpendiculaire à celle du déplacement. Tout simplement. Travail du poids. Le poids, est-ce que le poids, vous connaissez le poids, non? Poids d'un objet. C'est une force. Le poids d'un objet est une force. OK?
Donc, si je prends ces déplacements, par exemple, une balle, mais une boule qui se déplace de A jusqu'à D, comment son travail et comment son poids va se comporter? Vous connaissez les caractéristiques du poids d'abord. Le poids est toujours vertical et descendant. La direction du poids est toujours la verticale. On est d'accord? Le sens est toujours vers le bas. Donc, le poids est toujours comme ça. Si l'objet est là, son poids, c'est toujours comme ça. Si l'objet est là, son poids, c'est toujours vers le bas. Donc, si on prend le niveau du sol qui est là, ça c'est le niveau du sol. Quand l'objet va faire de A, on va laisser l'objet A ici, entre A et B. L'objet sera en train de descendre, on est d'accord, parce que le niveau du sol est là. C'est comme les, les objets, par exemple, les enfants sont en train de jouer. Hein. Entre A et B, donc ça, entre A et B, ça glisse vers le bas. Maintenant, entre là et là, c'est comme si ça est au sol, ça roule. Et maintenant, là, ça monte. Est-ce que vous voyez les sens du déplacement, donc, ils sont les flèches là, qui sont là. Cette flèche nous montre les sens du déplacement, comme ça. Après, ça sera là, et après, ça sera comme ça. Donc, l'objet a masse M, M. Parce que le poids, c'est quoi? C'est M fois G. La valeur du poids, c'est la masse multipliée par G. OK? M fois G. C'est ça le poids. D'accord? Donc, déplacement. Vous voyez les flèches là? C'est ça qui montre le déplacement de l'objet. Dans ce sens, dans ce sens et dans ce sens. Donc, le poids, toujours dans ce sens. Le poids, toujours dans ce sens. Le poids, toujours comme ça. OK? Si je prends ce cas, le premier cas qui est là, vous voyez là, H là, c'est la hauteur du point A. La hauteur. Là, M est le poids. Et le déplacement entre A et B. L'objet qui est là, de masse M là, sera en train de descendre comme ça. Vous voyez, déplacement, ça descend. Oui. Donc, en ce moment, au cours de la descente là, le travail du poids sera moteur. Pourquoi? Parce que le déplacement est là. C'est comme si le poids là tire l'objet là vers le bas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Le poids ici, la force de P ici, va tirer. Si vous descendez, quand vous montez sur une colline et puis vous voulez courir, descendre, c'est comme si votre poids là contribue à votre descente. Voici pourquoi vous êtes rapide. Souvent même, vous n'arrivez pas à vous arrêter. C'est comme si quelqu'un est en train de vous pousser par derrière. Donc, c'est parce que votre poids contribue à la descente. Vous ne pouvez même pas vous arrêter. Donc, vous courez, descente d'une colline, par exemple. OK? Donc, chaque fois que c'est une descente, ou bien à vélo, si vous faites une descente, vous voyez que c'est rapide. Parce que c'est votre poids qui contribue à la descente. Donc, au cours d'une descente, le travail d'un poids, le travail du poids est moteur. OK? C'est le cas lors du parcours AB. Donc, entre A et B, si vous laissez votre objet ici, ça va dégringoler. Vous n'avez même pas besoin de pousser. Si vous laissez une balle ici, la balle va descendre là, juste sous le faux de son poids. OK? Donc, ce travail-là, en ce moment, ça fait W, ça fait M fois G fois H. H là, ça doit être là, hein. C'est la distance qui est là. Pourquoi H? Parce que M fois G, ça, c'est la force, c'est le poids.
Maintenant, travail, on a dit force multipliée par distance. Hein. Entre A et B, quelle est la distance que le poids là a parcouru? D'autres vont dire distance A, B, mais non, c'est pas ça. C'est distance entre les niveaux A et B. C'est cette hauteur-là que le poids a fait. Si vous êtes là, vous êtes à cette hauteur. Si vous êtes là, vous êtes à cette hauteur. Si vous êtes là, jusqu'au B. Donc, M fois G fois H, c'est le travail du poids. MGH, MGH, retenez toujours ça. H est là. MGH. Donc, M là, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. M ici. H, c'est la hauteur. H, c'est la hauteur du déplacement. Et puis G, on vous dit la pesanteur, prenez égale à 10. G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà. Prends maintenant ce deuxième cas au milieu ici. Regardez le déplacement. Maintenant, regardez la force du poids. Et la force P, c'est-à-dire le poids de l'objet M. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le déplacement et P sont perpendiculaires. Oui. Donc, au cours d'un déplacement horizontal, là, le travail du poids P est nul. On vient juste de voir que quand la force et puis les déplacements sont perpendiculaires, c'est que le travail est nul. Donc ici, un déplacement horizontal, la balle va aller horizontalement comme ça, parce que là, c'est le niveau du sol. OK? Donc, la masse M de l'objet en kilogrammes, là, j'étais ici, hein, pardon. Le travail du poids P sera nul, parce que le poids sera perpendiculaire au déplacement. Donc, c'est le cas lors du parcours BC, donc entre P et puis C. OK? WP égale à 0 en ce moment. On est d'accord? On continue. Je prends ici maintenant. Là, on est en train de monter. On est d'accord? Quand vous êtes en train de monter une colline, en tout cas une pente, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est difficile à monter. Vous devez fournir plus d'efforts pour pouvoir monter, même si vous êtes en train de pédaler un vélo. C'est tout simplement parce que quand vous montez, le poids là a tendance de vous faire descendre, votre propre poids. OK? Là, votre poids est en train de vous faire descendre. Donc, au cours d'une montée, quand vous êtes en train de monter, comme ça, vous voyez que entre C et D, de C jusqu'à D, c'est une montante. Et vous êtes en train de monter. Donc, c'est une montée. Donc, au cours d'une montée, le travail du poids est résistant. Donc, à ce moment, le travail que votre poids va fournir est résistant. Parce que le déplacement est là, mais le poids est... Vous voyez que c'est un peu opposé. Donc, c'est le cas donc, de ce parcours-là, C, D. Donc, le travail du poids M fois G fois H, en ce moment, le H là va se trouver là. H. C'est la distance de D jusqu'au niveau ici. La masse, M, c'est la masse en kilogrammes. H, donc, c'est la hauteur de déplacement. G, ça fait 10 newtons par kilo. Donc, vous voyez le poids là, la nature du travail du poids. Si vous êtes en train de descendre, comme ici, le poids va faire un travail moteur. Si c'est un déplacement horizontal, comme ça, dans ce sens, le poids aura un travail nul. Si vous êtes en train de pousser une barrique, la charge qui est sur la barrique, et si vous êtes en train de pousser ou tirer une charrette, la charge, peut-être une barrique qui est sur la charrette, le poids de ce que vous êtes en train de tirer là, ne contribue pas
ne travaille pas parce que c'est vertical, perpendiculaire au déplacement. Donc, si vous êtes en train de monter, dans le poids aura un travail résistant. Donc, voici les différentes possibilités pour le travail du poids. OK? Mais dans tous les cas, le travail du poids, c'est MGH. Vous voyez que ici, quand c'est horizontal, là, il n'y a pas de H. Le H est 0. Parce qu'il n'y a pas de différence de hauteur. Ou bien, MGH. MGH. Même ici, c'est MGH. Toujours du travail nul, là. C'est le problème ici, la différence ici, là, c'est que le H est nul. Entre B et puis C, est-ce qu'il y a une différence de hauteur? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est ça qui fait que quand le déplacement est horizontal, le travail du poids est nul. OK? Par contre, quand vous prenez entre A et B, vous voyez la différence de hauteur là, ça fait cette distance. C'est H là. Donc, MGH. Travail du poids, MGH. Travail du poids, MG fois H. M fois G fois H. M, c'est la masse en kilogrammes. G, 10 newtons par kilogramme. H, c'est la différence. C'est écrit ici. La hauteur du déplacement, différence des hauteurs. Okay? Ce qui fait qu'entre B et C, vous voyez qu'il y a la différence, la hauteur est la même. Donc, une différence de hauteur, 0. Ce qui fait qu'ici, ça va faire 0, le travail du poids, mg fois 0. Le poids même n'est pas nul. Hein. Ce n'est pas le poids qui est nul. C'est toujours mg le poids. Mais c'est son travail qui est nul. Parce que le h est 0. Donc, mgh, travail du poids. OK. On va parler maintenant de la puissance mécanique. Deuxième grand point de ce chapitre. La puissance mécanique. La puissance mécanique, définition. La puissance mécanique est le quotient du travail mécanique et du temps mis pour parcourir ce travail, pour accomplir ce travail, pardon. Donc, comme si on vous disait puissance là, égale à travail fois temps. C'est tout. Le travail divisé par temps. C'est ça la puissance. Parce que travail là, en joule, c'est comme une énergie que vous divisez par le temps mis pour accomplir ce travail. Travail divisé par temps vous donne puissance. Le quotient, ça veut dire diviser, pas multiplier. Hein. OK? Puissance mécanique égale à travail mécanique divisé par temps. Donc, avec P mécanique, puissance mécanique en watts, W mécanique, travail mécanique en joule, ici, le temps en secondes. S'il vous plaît, il faut respecter les unités. Si vous respectez les unités, je pense que ça sera bien. Watt, joule, seconde. Du tout. Voilà. Donc, travail divisé par temps vous donne puissance. C'est aussi simple que ça. Donc, autre expression de la puissance. Donc, il y a une autre expression. C'est cette expression-là. La puissance mécanique égale la force multipliée par la vitesse. Force multipliée par vitesse, ça vous donne la puissance mécanique aussi. OK? Force fois distance, la puissance mécanique. Avec P, dans la puissance mécanique en watts. F, l'intensité de la force, donc en newton. V, la vitesse de l'objet, mètres par seconde. Il faut respecter les formules une fois de plus. Newton, la force en newton, la vitesse mètres par seconde. Donc, si on vous donne une vitesse en kilomètres heure, il faudra convertir, s'il vous plaît, pour pouvoir avoir la puissance en watts. Voilà. Troisième point. Travail mécanique, puissance mécanique dans le cas d'une rotation. Donc là, vous êtes en train de tourner.
Travail, on a dit que c'est force multipliée par distance, non? Et si vous êtes en train de faire tourner, ce qui grille les arachides là, en tournant manuellement là, ok? Ou bien vous faites puiser avec les poulies là, les trails là. On a vu ça précédemment. Vous êtes en train de travailler aussi, mais vous ne vous déplacez pas. Dans ce cas-là, comment on trouve travail? Comment sera obtenir la puissance? Si vous avez trouvé le travail, la puissance, c'est simple. Donc, c'est ça le troisième point. Donc, dans le cas d'une rotation, les L, là, parce qu'on vous a dit que travail égale à F fois L, L étant la distance, ou bien, voilà. La seule chose que vous devez remplacer, c'est les L. Dans ce cas, L égale à d pi r fois N. D pi L, c'est comme, vous voyez, le périmètre d'un cercle. Ça fait d pi r. N, c'est le nombre de tours que vous avez fait. R, donc, c'est le rayon à mettre. N, c'est le nombre de tours que vous faites. Donc, pi 3,14 que vous connaissez déjà. Donc, travail mécanique qui est F fois L. À la place de L, il faut remplacer, il faut mettre D pi R N. R, on vous a dit que c'est les rayons. Si vous êtes en train de tourner, les rayons. OK? N, c'est le nombre de tours que vous avez fait. Si vous êtes en train de tourner un trade, OK? Et la puissance mécanique, ça reste toujours la même formule. Ça fait travail divisé par temps. Donc, travail étant égal à F fois D pi R fois N. Donc, on prend ce travail-là et puis on divise par le temps qui est là. OK? Donc, là, je pense que on va prendre quelques exemples ici, là, pour pouvoir clarifier les choses. Donc, dans l'exercice, là, on va voir quelque chose comme ça, pour voir si vous avez compris. Donc, question de cours d'abord. Petit 1, petit A, définir travail d'une force. Donc, travail d'une force, on a dit, donc c'est le travail fourni par cette force-là pendant un déplacement et son point d'application d'un point A à un autre. Donc ça est dans le cours, hein, on n'a pas besoin de choses. Donc, relation mathématique pour le travail d'une force. W égale à F fois L. Si vous écrivez ça, c'est bon. Donnez dans quelles conditions le travail d'une force est dit résistant. Petit a résistant. Travail résistant, c'est quand la force est opposée au déplacement. Travail moteur, c'est quand la force est dans le même sens que le déplacement. Et dans travail nul, c'est quand la force est perpendiculaire au déplacement. Voilà. Puissance mécanique, on a dit que puissance mécanique, donc, c'est le quotient du travail mécanique par le temps. Donc, puissance égale à temps, W divisé par temps. Puissance égale à travail divisé par temps. OK? Maintenant, la relation mathématique, c'est ce que je viens de dire, W divisé par T. C'est ça la puissance mécanique. Quatrième question. Donner la relation mathématique qui permet de calculer le travail mécanique d'une force au cours d'une rotation. Donc, on a dit qu'au cours d'une rotation, la formule W égale à F fois L. Le L a remplacé le L par D pi R fois N. Le R, c'est le rayon de la rotation. C'est ça le R. N, c'est le nombre de tours que vous faites. OK? B,
Donner la relation mathématique qui permet de calculer la puissance mécanique. Pour d'une rotation là, donc ça fait W divisé par T. Mais le W là, ça fait F fois D fois pi fois R fois N. Donc ça fait F fois D fois pi fois R fois N divisé par temps. Voilà, temps en secondes. Donc tout ça là, je pense que c'est bon, hein. Ça est dans le question de cours. Premier exercice. On considère la figure. Voici la figure. Voici une première force. Voici une deuxième force. Une première force F1, deuxième force FD et le poids P. OK? Donc, c'est comme une charrette. Vous êtes en train, à force F1 tire de ce côté, en allant dans ce sens. La force FD part dans ce sens. Et le poids, bien sûr, de la charge comme ça. Donc, ici, on vous dit, la figure là, le chariot se déplace de la gauche vers la droite. Donc, désormais, vous connaissez les sens de déplacement. De là vers là, gauche vers droite. Ou bien, à gauche vers la droite. Et on vous dit la longueur du déplacement, c'est 1 km. Longueur de déplacement, 1 km. De la gauche vers la droite. OK? Donc, on vous demande de définir le travail mécanique. Donc, ça, on a déjà fait. Donner la relation mathématique W égale à F fois L. Ça aussi, on a déjà fait. Rappelez-vous que L ici, là, égale à 1 km. Hein, parce qu'on a dit que ça se déplace sur une longueur de 1 km. Donc, il ne faut pas être là en train de chercher L là. C'est quoi? On a dit que L, c'est la longueur du déplacement. Donc, L, c'est 1 km. Donc, si vous êtes malin, il faut convertir ça en mètres immédiatement. Ça fait 1000 mètres. Donc, on dit de donner quelles conditions le travail d'une force résistant moteur nul. Ça, on a déjà répondu. Donc, résistant opposé au déplacement, moteur, même sens que le déplacement, nul, perpendiculaire au déplacement. Donc, calculer le travail effectué par chacune des forces. Voici les différentes forces. F1 fait 1750 newtons. FD, 50 newtons. P, ça fait 1100 newtons. Voilà. Maintenant, on dit quel travail est moteur, résistant et nul. Déplacement à durée 2 minutes 50 et 15 secondes. 2 minutes 15 secondes. Définir la puissance mécanique d'une force. Donc, W, c'est le temps. Le temps, là, vous devez tout convertir en secondes. Donner la relation mathématique qui permet de calculer la puissance mécanique. J'ai déjà donné, je viens de donner ça. Calculer la puissance développée par chaque force. Donc, pour chaque force, si vous avez pu calculer le travail de chaque force, ici, et calculer le travail effectué par chaque force, si vous avez pu calculer ça, vous divisez chaque travail par le temps. Temps là, c'est en secondes. Rappelez-vous qu'une minute, ça fait 60 secondes. Hein. Ça, au moins, j'espère que vous connaissez. Donc, les déplacements, c'est de gauche vers la droite. Là. Donc, et la distance, elle, c'est 1 mètre. Et 1 km. Donc, ça fait 1000 mètres. Donc, la troisième question, on part à la troisième question directement parce que les deux premières questions, c'est juste des questions de cours. Donc, le travail effectué par chacune des forces, F1, FD et puis WF1, ça fait F1 fois L. Donc, F1, ça fait 1750 newtons. Et L, je vous ai dit, 1 km, ça fait 1000 mètres. Il faut convertir. Donc, on peut avoir ça comme ça. Maintenant, WFD, la force FD là, sa valeur c'est 50. OK? Donc, on multiplie par
Le déplacement qui est 1000 mètres, et vous allez avoir ça. Maintenant, WP, on vous a dit que quand le déplacement est horizontal, je viens juste de l'expliquer, les poids ne travaillent pas. Le travail du poids sera nul. Parce que le travail du poids, rappelez-vous de la formule, c'est M fois G fois H. H étant la hauteur, la différence de hauteur. Mais si vous vous déplacez sur une ligne droite comme ça, il n'y a pas une différence, une ligne horizontale comme ça. Il n'y a pas une différence de hauteur. Donc H égale à 0. Donc du coup, le travail du poids ici, le poids ne travaille pas ici. Ok, si vous faites poids fois L, c'est 0, hein, parce qu'il est perpendiculaire au déplacement. D'ailleurs, même, on a dit quand c'est perpendiculaire au déplacement, le travail est nul. Donc, F1 et le travail de F1 est moteur, ou bien, parce que le déplacement est dans ce sens, F1 est dans ce sens. Ok? FD, par contre, c'est un travail résistant, parce que le déplacement est dans ce sens et FD est dans ce sens. Et le P, travail du poids, comme le P est perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul. Voilà. Donc, déplacement a duré 2 minutes 15 secondes, comme je le disais. La puissance, si vous êtes malin, convertissez ça en secondes. 2 minutes. Une minute fait 60 secondes. Donc là, c'est comme si vous avez 120 secondes plus 15 secondes. Ok? C'est comme si c'était 135 secondes. La puissance développée, donc. Puissance, ça fait travail divisé par temps. Donc, le travail W1 est là. Vous divisez par W1 qu'on avait trouvé qui est là. Vous divisez par le temps, les 135 secondes. Ok, j'ai converti les 2 minutes 15 secondes là en secondes. 135 secondes. Donc, vous avez ici le travail en watts. Ok. Là, puissance pour la force FD, c'est pareil. FD, sa valeur, c'est ça. 50 joules, ok, divisé par 135. P, le poids, comme le poids, son travail est 0, WP, c'est 0. Donc, la puissance aussi, c'est 0. C'est 0 divisé par 135. Donc, l'exercice 1 est fini. On va partir dans l'exercice D maintenant. L'exercice D a deux parties. Partie A et partie B. Donc, on vous donne G. L'eau, la masse volumique de l'eau, 1 kg par litre. Donc, souvent aussi, au lieu de vous donner la masse, on vous donne la masse volumique. Donc, si vous avez le volume, vous pouvez déterminer la masse ou bien, en utilisant cette relation. Donc là, c'est comme si vous êtes en train d'épuiser de l'eau ici. Vous connaissez le volume de l'eau ici, donc vous pouvez déterminer la masse. Et là, les traits, là, vous vous rappelez, vous tournez comme ça. Et là, on est dans un cas d'une rotation, ou bien une rotation. Donc la partie A, on dit pour puiser 8 litres d'eau, vous voyez, 8 litres. Donc déjà, 8 litres là, vous utilisez cette relation. 1 litre donne 1 kg. Donc 8 litres là va donner combien de kilogrammes? Ça c'est simple. Ça c'est 8 fois 1 divisé par 1. Donc ça fait 8 kilogrammes. OK? Donc, ici là, on vous dit que M. Traoré a utilisé ce dispositif-là pour puiser les 8 litres là. Donc, donnez le nom du dispositif, complétez le schéma. Vous-même, vous savez que ça, là, c'est un trait, non? Voilà, on a vu dans les chapitres passés. Calculer le poids de l'eau. OK? Le poids de l'eau, ça fait M fois G fois H. Ou bien. Et le poids de l'eau, c'est M fois G, pardon. H là, si vous ajoutez H, ça fait le travail. Donc, représenter le poids de l'eau
échelle là, 1 cm fait 20 newtons. Donc, ou bien vous pouvez dire 20 newtons donne 1 cm. Donc, on va voir comment représenter ça. Représenter la force d'entrée FE et la force de sortie. On a vu ici force d'entrée, force de sortie. Force de sortie est toujours en relation avec le poids. Et d'ailleurs, force de sortie égale à poids. J'ai expliqué ça précédemment. Condition d'équilibre, on a vu ça aussi. Utiliser la condition d'équilibre pour déterminer la force d'entrée FE. Donc, L égale à 40, c'est-à-dire les bras de levier. Rayon du tambour R, ça fait 10. Voilà, la partie A. Donc, on va corriger la partie A d'abord avant de continuer. OK? Donc, les noms du dispositif, c'est quoi? C'est un trail. Ça, vous connaissez déjà, je suppose. Le poids maintenant, on a dit oui, 8 litres d'eau. Ou bien, donc, ça fait 8 kilogrammes. Donc, 8, le poids, la formule du poids, c'est quoi? M fois G, non? Donc, si vous faites masse 8 kilogrammes fois G, qui est 10, 8 fois 10, c'est ça qui fait 80 newtons. Représentation. Donc, vous pouvez utiliser cette échelle-là pour représenter. Vous pouvez dire 20 donne 1 centimètre. Donc, 80 là, va donner combien de centimètres? Ouais, pour pouvoir représenter le poids. Donc, en ce moment, le poids qui est là, que vous allez au centre de la charge vers le bas, vous devez mesurer le nombre de centimètres, ça là. C'est ça la représentation. Représenter le poids. Ok? Donc, les 20, si vous faites, si 20 donne 1 centimètre, 80 va donner combien? Donc, vous faites 80 fois 1 divisé par 20. Donc, 80 divisé par 20, ça fait 4. Donc, vous devez mesurer 4 centimètres, cette longueur-là, 4 centimètres. Et puis, vous placez, vous dites que c'est ça le poids. Voici comment on fait la représentation du poids, là. OK? Donc, représenter la force d'entrée FE et la force de sortie. Donc, FE sera ici, FS sera là. FS, là, on a dit que c'est juste l'opposé du poids. En termes de sens, donc, ça sera comme ça. Mais elles auront la même intensité. OK? La force d'entrée, la FE, donc, sera juste, vous pouvez juste faire un point ici. Cette flèche-là, c'est pas la force, c'est juste pour faire FE. Condition d'équilibre. La force d'entrée multipliée par la longueur du bras de levier est égale à la force de sortie multipliée par le rayon du tambour. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. F sortie multiplié par R, rayon du tambour, est égal à la force d'entrée multipliée par L, la longueur du bras de manivelle. Donc, la force d'entrée, à partir de là, on peut calculer notre force d'entrée là. Donc, force d'entrée est égale à tout ça divisé par L, ou bien. Voilà. Donc, force de sortie, on connaît que c'est le poids. C'est le 80. R, on vous a donné la valeur des rayons du tambour. L, on vous a donné, c'est comme un 40, non? Donc, on peut calculer la force d'entrée, là, F, et est égal à 20 newtons. Donc, ça veut dire qu'ici, là, il faut avoir une force de 20 newtons pour tourner ça. OK? La deuxième partie, maintenant. Donc, on vous dit que M. Traoré effectue 15 tours. Le nombre de tours est connu maintenant. Pour piger l'eau en 1 minute 10 secondes. Donc, si vous êtes malin, il faut convertir les 1 minute 10 secondes là en secondes. Tout en secondes. 1 minute fait 60 secondes plus 10 secondes. Donc, ça fait 60 plus 10, ça fait 70 secondes. Déterminer la profondeur H du puits. Regardez, la profondeur H du puits là, c'est juste la longueur que la force F là va prendre de là jusqu'à là. Déterminer le travail mécanique fourni par le poids
de l'eau. Donc, poids multiplié par la longueur du déplacement. Parce que le chaud là va se déplacer de là jusqu'à là. OK? Quelle est la nature du travail du poids? Si vous êtes en train de monter, donc le travail du poids sera un travail résistant. Déterminer la puissance mécanique développée par M. Traoré. Donc, vous êtes en train de... C'est-à-dire la puissance de la force Fe. Donc, voici la correction de la partie 15 tours. Donc, la profondeur H, c'est comme si la corde que vous êtes en train de... L'eau que vous êtes en train de tirer, la corde là va s'enrouler autour du tambour. Là, et autour du tambour. Donc, le nombre de tours, le nombre de tours des bras manivelle, de la manivelle ici là, sera égal au même de tours que le tambour aussi va effectuer. Donc, si c'est 15 tours ici, ici aussi c'est 15, parce que tout tourne ensemble. Tout tourne ensemble. Donc, vous pouvez dire que ça fait D pi R N. Les L, là, H là, c'est la hauteur, la longueur du déplacement, ici qui est la hauteur ici, la profondeur du puits. Ça fait D pi R fois N. Donc, pi, vous connaissez, R, on vous a donné les rayons du tambour. N, c'est le nombre de tours qui est 15. Donc, le travail mécanique fourni par le poids. Donc, vous faites le poids qui est égal à M fois G, multiplié par H, qui est ce que vous venez de trouver là. Vous trouvez le poids. M fois G fois H. La nature du travail. Le poids, donc, aura un travail résistant parce que le poids aura tendance à tirer le sol vers le bas, alors que le sol va se déplacer dans ce sens. Donc, le poids est opposé au mouvement. Donc, le travail fourni par le poids donc, sera donc, un travail résistant. Car le sol monte et la puissance. Donc, le temps, ici, on a dit 1 minute 15 secondes, ce qui fait 70 secondes. C'est ça, non? Donc, la puissance ici, vous faites. Là, c'est faux, hein? Ah, c'est pas 1 minute 15 secondes, hein, c'est en 15 secondes. Là, vous n'avez rien à convertir du tout. Attends, est-ce que c'est 15 secondes vraiment? On a dit 1 minute 10 secondes. 15 tours, 1 minute 10 secondes. Donc là, il y a un problème. Il faut que je corrige ça. Donc, il faut vérifier aussi. Donc, M. Traoré effectue 15 tours, puis puise de l'eau en 15 secondes. Je pense que c'est pas ce qu'on a dit, hein. On a dit qu'il puise l'eau là en 1 minute 10 secondes. Voilà. C'est pas 15 secondes. Je pense qu'il y a un problème ici. Donc, au lieu de 15 secondes là, ça sera 70 secondes. Donc, le calcul qui est fait ici, la puissance là, la puissance mécanique là, W divisé par temps, on a utilisé le W, travail de la force ici, du poids, divisé par le temps. On a dit 15 secondes ici. Mais normalement, ça doit être 70 secondes. OK? Ou bien, OK. Attendez. On dit qu'il a effectué 15 tours pour puiser l'eau en 1 minute 10 secondes. Ah, je comprends maintenant. Parce que là, peut-être c'est pour puiser tout l'eau là, qui est 1 minute 10 secondes. Par contre, ici là, les 15 tours là, c'est 15 secondes. C'est comme s'il fait un tour par seconde. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez la différence? Les 1 minute 10 secondes là, ça c'est le total, le nombre de total jusqu'à finir l'eau, jusqu'à puiser l'eau là, jusqu'en haut. Par contre, ici là, les 15 tours là, c'est juste en 15 secondes.
Donc, je pense que c'est toujours bon. 15 tours en 15 secondes. Donc, si on prend pour les 15 tours, ça va juste être là. Donc là, ça va. Peut-être les 1 minute 10 secondes là, c'est le temps qu'il a mis pour puiser tout l'eau là. Je retourne en haut. Les 1 minute 10 secondes là. Et ici, c'est contradictoire, je pense. Il effectue 15 tours pour puiser l'eau en 1 minute 10 secondes. Après, encore, on dit ici 15 tours pour puiser l'eau en 15 secondes. Donc, c'est contradictoire. Bon, on choisit l'un et puis on laisse l'autre. Ou bien, choisissez l'un et puis vous laissez l'autre. Ici, les calculs qu'on a fait, c'est avec les 15 secondes là, parce qu'on a divisé ici par 15. OK? Mais je pense que ça devait être 1 minute 15 secondes. 1 minute 10 secondes, donc ça devait être 70. Bon, on va corriger ici, là. J'ai choisi ici, là, cette partie-là. Voilà, on va garder la même chose. Donc, il a fait ça en, voilà, 1 minute 10 secondes. Donc, 1 minute 10 secondes, là, ça fait 70 secondes. Donc, on devait diviser ça, là, par 70. Donc, si vous faites maintenant et le travail qui est 700, qui est 750, il faut vérifier les calculs, hein. Souvent, il peut y avoir des erreurs parce que souvent, je suis fatigué, puis je fais les cours là. Donc, en ce moment, je pense qu'on aura 10 virgule quelque chose. 10,77 comme ça. Voilà, what? OK. 1 minute, 10 secondes, je pense que c'est raisonnable pour puiser de l'eau. Voilà. 15 secondes là, tu puises de l'eau en 15 secondes, c'est un peu bizarre. C'est trop rapide. Peut-être 1 minute, 10 secondes là, c'est préférable. Donc, j'ai changé ici. 1 minute, ça fait 60 secondes. 10 plus 10 secondes, ça fait 70 secondes. Donc, le travail qu'on a fait ici, on divise par 70. Voilà. Bon, on va arrêter comme ça, hein. OK? Merci beaucoup pour votre temps et à très, très bientôt. Merci.